Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un agronome très préoccupé par la qualité des sols et par les questions d'agroécologie. Roger Turcher, bienvenue. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous êtes ingénieur agronome de formation. Aujourd'hui, vous êtes responsable de programme dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Food for the Hungry, donc de la nourriture pour les personnes affamées, FH en français, qui a son siège à Genève, en tout cas pour la Suisse. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous vous engagez particulièrement sur ces questions de qualité des sols ? Il me semble que le sol, c'est quand même un peu la peau de notre planète. C'est la mince surface qui permet aux humains de vivre. Et puis, il a été longtemps négligé et il est aujourd'hui menacé aussi par plusieurs facteurs, notamment la construction. Il y a de plus en plus de terrains qui se construisent, il y a de moins en moins d'espace disponible pour produire de la nourriture. En tout cas, ça, on le voit vraiment en Suisse. Hein. C'est assez, ça crève les yeux. Voilà, mais on en a pris conscience. Il y a des lois qui protègent maintenant le sol, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi l'érosion. Surtout sur les parties en pente. En Suisse, on est des fois protégé parce qu'on a des prairies dans les pentes et ça protège le sol, mais dans plein d'endroits du monde, il y a des millions de mètres cubes qui disparaissent à cause de l'érosion. Et puis enfin, la perte de biodiversité, la perte d'éléments vivants dans le sol. Il y a moins de vie dans le sol et c'est dramatique aussi. Et c'est pas bon pour le futur de l'humanité. Est-ce que vous diriez que ce thème de la qualité des sols a été quelque part oublié un peu dans tout le débat autour de l'avenir de notre planète ? Je dirais un peu oui, parce que quelque part, on a considéré que ça allait de soi, que c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. C'est comme les montagnes, ça reste toujours là. Puis en fait, ce n'est pas vrai. Le sol est un élément très fragile, en constant changement, et puis on doit en prendre soin. Alors, pour nous permettre un peu de mesurer l'ampleur de la problématique autour de cette qualité des sols, vous vous êtes très impliqué dans une campagne de sensibilisation du mouvement de sensibilisation qui s'appelle Stop Pauvreté. Alors, en quoi êtes-vous proche de cette campagne de sensibilisation ? En quoi est-elle importante aujourd'hui ? Stop Pauvreté, ça sensibilise les chrétiens quand même à être de cœur avec les plus pauvres, à entamer des actions ensemble avec eux pour supprimer la pauvreté, mais aussi pour être en équilibre avec la création. Et je pense que ça rentre tout à fait dans ce cadre, cette campagne pour militer pour la santé des sols. Est-ce que votre ONG FH est quelque part très impliquée aussi dans cette dynamique de sensibilisation ? Tout à fait. Avec FH, nous sommes très impliqués dans la promotion de l'agroécologie, qui est une façon de faire en agriculture qui valorise la vie et la vie dans les sols en particulier. Alors je vous propose de voir ce petit film qui dure 9 minutes et qui s'intitule « Une terre à nouveau fertile » et qui est signé Philippe Nicolet. Juste sous la surface du sol, dans l'obscurité, grouille un monde auquel nous devons presque tout. La terre nourricière, source vitale mais fragilisée, appauvrie plus que jamais par la pollution, le tassement. D'un peu partout sur la planète, des alertes sont lancées, appelant sans tarder à un changement de nos méthodes agricoles pour que le sol puisse se régénérer. Mais qu'est-ce que ce sol si souvent méconnu ? La croûte terrestre subit les effets de l'atmosphère. L'eau, l'air et la biologie altèrent la roche qui se désagrège en particules minérales de plus en plus fines, d'abord des cailloux et du sable, puis du limon et enfin de l'argile. Juste sous la surface, de la matière organique est décomposée par des bactéries, des micro-champignons et d'autres organismes formant de l'humus qui assure la fertilité de la terre et lui donne sa couleur noire. Ensemble, les constituants minéraux et la matière organique composent la base du sol, la structure dans laquelle les végétaux vont se fixer et puiser, grâce à leurs racines, l'eau et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour croître. Les vers de terre jouent un rôle capital dans la fertilisation naturelle du sol. Ils mélangent la terre dans leur tube digestif, où les matières organiques et minérales sont liées au cours du transit
pour former des agrégats chargés en nutriments. Les vers ont également un rôle de véritables ingénieurs dans la structure du sol. Les galeries qu'ils creusent peuvent mesurer des centaines de mètres pour un seul mètre cube de terre et aménager ainsi des habitats pour d'autres organismes. En plus, élément fondamental, ces galeries assurent l'écoulement des eaux de pluie, l'aération du terrain et facilitent l'enracinement des végétaux. Car les végétaux ont besoin d'une terre poreuse et riche en nutriments pour assurer leur croissance. Mais cette terre vivante est très fragile et peut rapidement être détruite lorsque l'activité humaine est inadéquate. La pratique ancestrale du labour est aujourd'hui combattue. C'est quelques centimètres sous la surface du sol que la vie favorable à la croissance végétale s'organise. Les couches ne doivent pas être mélangées car chacune abrite une population de micro-organismes bien déterminée. Retourner la terre place à l'air libre la vie souterraine qui est peu à même de supporter la lumière, les ultraviolets et l'atmosphère ambiante. Et la terre, tassée sous le poids des machines agricoles, se compacte en mottes de plus en plus dures qui empêchent l'eau de s'infiltrer. On parle alors de semelles de labour où les racines peinent à s'enfoncer. Dans cette expérience, 2 graines identiques sont plantées. L'une dans une terre riche, à gauche, qui a été prélevée proche de la surface du sol, la seconde à droite, dans une terre extraite d'un sol plus profond, manquant de porosité et que peu d'organismes vivants habitent. La terre riche permet aux racines de se déployer en de nombreuses ramifications qui rendront la plante plus solide. Globalement, les modes de production agricoles dont nous avons hérité mettent en péril les ressources alimentaires, l'environnement et la biodiversité. Un déboisement massif a lieu partout sur la planète, comme ici en Amazonie. À Bornéo, la culture de l'huile de palme détruit l'environnement naturel et met en danger des espèces qui y vivaient depuis des millions d'années. Pourtant, sur tous les continents, des solutions émergent parmi ceux qui cultivent la terre et tentent à converger. L'agriculture de conservation, c'est un ensemble de techniques qu'on regroupe sous 3 piliers. Le premier, c'est ne pas agresser mécaniquement le sol. Donc on va plus particulièrement éviter de labourer et éviter globalement toutes les opérations mécaniques. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des rotations très diversifiées. Ça veut dire au lieu de faire 2-3 cultures qui reviennent au bout de 2-3 ans, on va allonger en ayant 5, 6, 8, 10, 12 cultures, donc avec des temps de retour très différents, et ça va créer une diversité dont le sol va profiter. Et puis le troisième pilier, c'est de ne jamais laisser le sol nu. Ça veut dire que parfois pendant les cultures, sous forme associée, mais surtout entre les cultures, on va mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux. L'agriculteur burkinabé Pierre Kientega témoigne de son expérience. Au Burkina Faso où je suis, avec mon épouse, nous avons reçu une terre qui était complètement aride. Nous apportons de la matière organique, les feuilles mortes, la paille. Cela enrichit le sol qui reprend vie. Yvon Cholet pratique depuis une dizaine d'années l'agriculture de conservation en campagne genevoise. L'agriculture de conservation, c'est la vie du sol d'abord. Notre objectif, c'est de tout faire pour amener de la vie dans ce sol. À partir du moment où on a un sol vivant, on arrivera à produire des aliments de qualité. Les couverts végétaux ont plusieurs rôles pour éviter le lessivage des sols, c'est-à-dire venir capter tous les éléments mobiles dans notre sol qui viendraient être lessivés. Donc on va venir semer des couverts, des plantes entre 2 cultures pour pomper tous ces éléments libres dans notre sol, pour pas qu'ils partent dans la nappe phréatique ou dans les ruisseaux et ainsi de suite. Un sol, si on veut qu'il travaille, il ne doit jamais monter en température, il ne doit jamais sécher. Donc à partir du moment où il est couvert, il sera à l'ombre et protégé des rayons du soleil, ce qui va éviter la montée en température des sols. Une fois que ce couvert va être détruit, il va être mangé ou digéré par toute la vie du sol, aussi bien champignons, vers de terre, mille-pattes, et tous les micro-organismes du sol. C'est très important, ils ont besoin d'avoir cette nourriture en surface. L'idée, ça serait peut-être de mettre un label sur pied pour promouvoir cette qualité de sol, un label sol vivant. Pascal Boivin
professeur à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève, étudie la qualité des sols agricoles. Donc là, on a extrait un bloc dans une parcelle qui n'est pas en agriculture de conservation, qui est très représentative de ce qui se fait généralement, qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire du labour. Ça a été compliqué de l'extraire parce que ce sol, une fois sec, mais comme il est compact, devient très très dur. Mais voilà, un espèce de bloc monobloc. Je vais dégager des surfaces comme ça, complètement lisses, complètement fermées. L'eau ne va pas rentrer, l'eau ne va pas être stockée, donc il n'est pas aéré, mais il ne stocke pas d'eau non plus. Je trouve des matières organiques peu ou pas décomposées, de rares racines qui ont réussi à passer, probablement grâce à un ver de terre. Ça, c'est l'état du sol. Malheureusement, très représentatif de nos sols de la région. Par comparaison, le même sol en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, le voilà. On n'a pas réussi à amener un gros bloc parce qu'il s'émiette naturellement. Si je le prends, j'exerce à peine un effort. L'ensemble va se déliter et avec des agrégats qui peuvent être extrêmement poreux, extrêmement fins. Beaucoup de racines dedans, beaucoup de débris en train de se décomposer cette fois de façon très active. On est sur le très bon chemin et on a déjà fait un énorme travail. Mieux aimer la terre, c'est se rapprocher du fondamental, lieu de ralliement entre ceux qui la cultivent et nous tous, qu'elle nourrit. Alors on vient de voir Roger de Surchère, ce film signé Philippe Nicolet. En quoi est-ce qu'il vous paraît particulièrement intéressant? Ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on voit à la fin quand on parle de sol vivant. On voit un agriculteur qui dit que pour lui, la révolution dans sa pratique, c'est maintenant de travailler pour un sol vivant. Et cette vie du sol, ce ne sont pas les éléments minéraux qui sont vivants, le sable, le limon, l'argile, c'est pas ça, mais on parle effectivement des micro-organismes, des bactéries, des micro-champignons, et des vers de terre, etc., qui sont dans le sol. Et on va trouver des façons de cultiver, donc de retourner la terre ou justement de plus la retourner, de diminuer le travail du sol pour permettre à ces organismes de prospérer, et ce sont ces organismes en relation avec les plantes et aussi avec l'agroforesterie, avec les arbres qui sont autour du champ par exemple, qui vont permettre d'amener les nutriments à la plante, et on va nourrir en fait, on va permettre à ces organismes d'être nourris et de prospérer pour qu'on ne doive pas forcément nourrir énormément la plante, mais que ce soit par le sol que cette plante soit nourrie. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une mise en cause vraiment fondamentale de l'agriculture conventionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas même une gifle qui est donnée aux paysans traditionnels? Je ne dirais pas ça. Je pense quand même que les agriculteurs sont proches de la vie et ils la rencontrent tous les jours, ils travaillent avec, ils savent comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on a peut-être été un peu addict quelque part à ces intrants, à ces engrais chimiques qui ont des propriétés tellement incroyables, qui sont visibles sur la croissance des plantes. Mais c'est un peu une croissance artificielle, je dirais. C'est un peu comme une perfusion pour quelqu'un qu'on voudrait nourrir avec une perfusion en direct, ça lui donne le sucre dont il a besoin, etc. Mais c'est artificiel et c'est la même chose pour les plantes. On veut essayer d'imiter les systèmes naturels parce que ce sont ces systèmes qui sont résilients, qui permettent d'absorber les chocs, qui permettent de lutter contre l'érosion, de garantir une pérennité à ce sol. Et ce sont ces systèmes vivants qu'on veut promouvoir, et à l'intérieur de ce système, la plante va prospérer de façon naturelle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'agriculture industrielle, osons le terme, va être capable d'opérer cette mutation à laquelle l'agroécologie l'inviterait? Je pense que c'est possible, mais en même temps, il faut des pressions pour qu'on aille vers une agriculture plus agroécologique. La pression peut venir des consommateurs qui achètent plus bio, par exemple, ou qui achètent des produits de proximité ou produits selon certains critères, selon certains labels qui favorisent la vie du sol, par exemple. Et puis, donc particulièrement l'agriculture bio, mais ça peut aussi venir des politiques, ça peut venir même
d'une augmentation du coût des matières premières, par exemple du pétrole, etc., qui va peut-être changer aussi les pratiques, parce qu'on aura plus de difficultés à se fournir en intrants et on devra retrouver des pratiques agricoles plus locales, plus adaptées et qui fonctionnent plus avec la nature. Concrètement, quels sont les prochains pas que vous envisagez plutôt en matière de politique agricole par rapport à l'avenir? Finalement, ce qu'on voit beaucoup actuellement sur nos routes, c'est une augmentation du volume des véhicules agricoles. Les tracteurs, les chars sont de plus en plus gros. C'est finalement vous invitez les agriculteurs à changer de perspective? Oui, et je pense aussi, les agriculteurs s'adaptent au contexte, donc je pense que ça concerne aussi la société, les politiques, pour qu'on aille vers un maillage étroit de petites fermes qui travaillent de façon locale, en réconcilié, comme on disait, avec le sol, en favorisant les sols vivants, comme disait la personne dans le film, et pas en favorisant les fermes de plus en plus grandes, de plus en plus industrialisées, qui diminue la biodiversité dans les sols et qui favorise l'érosion des sols. Donc il nous semble qu'effectivement il faut un mouvement de société pour aller dans ce sens-là. Il faut aussi des protections parce que évidemment par rapport à certains produits qui peuvent être produits à l'étranger, il faut les protéger en Suisse pour que les paysans qui cultivent selon ces nouvelles normes que la société demande puissent être rentables. On parle aujourd'hui beaucoup de crise climatique, voilà, des jeunes défilent dans la rue pour revendiquer voilà, moins d'agriculture industrielle, mais aussi davantage de respect pour le climat. Est-ce que vous avez l'impression que l'agroécologie va nous permettre de sauver la planète? Alors, peut-être pas, ça dépend ce qu'on entend par là, mais je veux dire, pour ce qui concerne l'agriculture, pour moi, oui, c'est le modèle du futur. À la fois pour les zones tempérées ici, avec une agriculture, en Suisse, c'est parfois difficile de parler d'agriculture industrielle parce que c'est vrai qu'on reste sur des surfaces quand même relativement petites par rapport à certains pays où c'est vraiment encore plus industrialisé. Mais quand même, la tendance est vers cette industrialisation. Et à la fois pour cette agriculture-là, c'est la solution, et c'est aussi la solution pour les agricultures manuelles qui se forment la majorité des producteurs. Donc des paysans dans le monde, voilà, dans le monde, la majorité des paysans produisent presque à la main et c'est aussi la solution pour eux. C'est-à-dire que c'est à la fois une agriculture qui imite mieux les processus naturels et donc qui permet d'obtenir de l'abondance en ayant moins d'intrants. Alors peut-être que par rapport à l'abondance d'intrants qu'on utilise en Suisse, il va y avoir une légère diminution de la production, mais qui n'est pas dramatique. Et par contre, dans les pays où on utilise de toute façon peu d'intrants parce qu'ils sont trop chers, dans la majeure partie des pays du Sud, l'agroécologie, au contraire, multiplie la production. Et globalement, on atteint les objectifs fixés par les Nations Unies de pouvoir produire entre 1,5 et 2 fois plus pour nourrir tout le monde. Alors Roger Tschurcher, vous êtes très impliqué dans le cadre de Stop Pauvreté, donc vous avez un engagement chrétien fort. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à quelque part plaider cette cause de l'agroécologie? Moi, il me semble qu'on doit respecter la vie sous toutes ses formes, et y compris la vie de ces êtres qu'on ne voit pas, de ces micro-organismes du sol, parce que ça fait partie de notre mandat de gérant, de notre mandat de gérant du jardin. Quand Dieu a établi les humains sur la planète, il leur a demandé de gérer le jardin. Pour moi, le jardin, c'est la planète. Donc, si, en fait, à cause de notre action, il y a de moins en moins d'êtres vivants, alors on ne respecte pas notre mandat. On n'est pas des porteurs de vie. Si, à cause de notre action, il y a de plus en plus de vie, là, je pense qu'on est dans notre mandat. On est effectivement des humains créés à l'image de Dieu, co-créateurs avec lui. Je prends l'image de l'oasis. Une oasis, c'est vraiment un milieu où on crée de la vie, où il y a de plus en plus d'espèces dans un milieu très aride, très difficile. Ça, c'est une bonne action humaine. Et c'est comme ça qu'on devrait créer des oasis un peu partout et pas voir un désert qui suit l'arrivée de l'humain dans une zone. Ce qui est malheureusement le cas quand même depuis 10 000 ans ou même plus que l'agriculture existe. Dans de nombreux cas, on voit que là où l'homme a passé, le désert lui succède. C'est ça qu'on veut éviter. On veut aller à l'inverse. Là où l'homme passe, il y a plus de vie qu'avant. Et je pense que c'est possible. Est-ce que cette conviction vous habite depuis longtemps ou bien c'est quelque chose que vous avez découvert dernièrement? Oh, moi, ça fait Bon, je suis plus si jeune que ça, donc ça fait quelques dizaines d'années que j'ai découvert ça. Mais je dois dire principalement en Afrique, dans le cadre de mon travail
sur une ferme en Afrique. Donc vous avez été agriculteur au Tchad pendant une paire d'années. Voilà, pendant quelques années, donc j'ai dirigé une ferme et puis il y avait pas mal de personnes, effectivement, vu qu'on travaillait beaucoup à la main. Donc c'était toute une équipe. Et puis là, on a découvert ces méthodes naturelles de protection des sols, de promotion de la biodiversité, de protection de l'érosion. Et on a découvert que tout en protégeant le sol, tout en ayant un impact environnemental, ça ne diminuait pas la production. Au contraire, ça multipliait la production par rapport aux pratiques traditionnelles axées sur les intrants et le travail mécanisé. Donc on avait... Je ne suis pas contre le travail mécanisé quand ça peut soulager la difficulté, parce qu'il faut soulager le travail du paysan, c'est normal, mais pas au prix de diminuer la vie dans les sols. Et ces actions, je les ai découvertes en Afrique sur le terrain, et puis ça s'est traduit ensuite, plus tard, avec la découverte de l'agroécologie pour laquelle je milite aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que vous avez été à certains égards un précurseur? Non, je ne pense pas. Simplement... D'autres personnes l'avaient fait un peu partout sur la planète, ça existe depuis longtemps. Je pense à d'autres pionniers en Suisse et dans le monde qui ont travaillé selon ces méthodes. Moi, j'étais heureux de découvrir ça et puis de voir que ça portait un nom et que certains avaient théorisé ces nouvelles pratiques et avaient donné le nom de l'agroécologie. Et j'étais heureux de rentrer dans ce courant et à ma modeste échelle d'essayer de promouvoir ça dans les ONG avec lesquelles je travaille. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez un paysan en Suisse qui pratique l'agriculture entre guillemets industrielle, qu'est-ce que vous lui dites pour essayer de l'encourager à davantage respecter les sols? Moi, je pense qu'on peut l'encourager en achetant ses produits. Il y a de plus en plus de paysans qui font de la vente directe. Ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est vraiment bien d'encourager les paysans, d'aller les voir, de leur acheter les produits et de les encourager à faire plus de ventes directes pour que la marge reste chez eux. Et comme ça, ils seront aussi plus encouragés à prendre des risques et d'aller vers le bio, de sortir de l'agriculture qu'on appelle le conventionnel, parce que c'est un risque et il faut qu'on les aide à prendre ces risques. Et je pense que la société est aujourd'hui, dans sa majorité, quand même bienveillante envers ces processus, mais malheureusement, il n'y a que 15% de personnes qui achètent les produits bio, donc il en faudrait plus. Et plus la demande augmente, plus les paysans vont se tourner vers ce type de production, parce qu'ils sont aussi là pour répondre au marché. Et il faut aussi que les politiques agricoles protègent les produits et les paysans suisses des produits bas de gamme et de mauvaise qualité qui pourraient venir de l'étranger, pour qu'on puisse avoir cet exemple et montrer par l'exemple que c'est possible de produire de bons produits qui sont rentables pour le paysan, tout en respectant les sols. Et qui protègent les sols. Roger Turcher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, ETH, EPFZ, et puis qu'en même temps, vous êtes très impliqué dans l'ONG FH à Genève, qui lutte contre la pauvreté et contre la faim, surtout dans le monde. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.